Mesdames, Messieurs, bonjour. Me voyez commencer cette émission avec sourire aux lèvres. C'est simplement parce que je reçois un visage très connu, très intéressant dans le paysage médiatique congolais. Il a évolué ici à Kinshasa, en musique, en politique, dans le développement, en tout cas dans beaucoup de domaines. Mais après, il a fait un bref passage au Katanga où il a encore une fois travaillé dans l'espace médiatique et il nous revient à Kinshasa avec de nouveaux projets, de nouveaux programmes. Un très grand plaisir de recevoir sur ce plateau Maïs Tchibangu. Bonjour mon frère. Merci monsieur. C'est pour moi un très grand plaisir d'être reçu par vous. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Mais laissez-moi quand même vous dire le plaisir que j'ai d'être reçu par vous. J'ai toujours rêvé de ce moment. Hein. C'est monsieur Dunit est un très grand ami que je regarde à la télévision, mais évidemment avec qui nous avons aussi des relations amicales, mais je n'ai jamais été reçu. J'ai mendié, hein, j'aimerais autant vous le dire. C'est un plaisir partagé. Donc, je suis Maïs Tchibangu, expert en communication, président directeur général d'une entreprise de communication qui s'appelle Chat Group International, où nous faisons de la communication des entreprises, la publicité aussi, et nous venons de lancer notre chaîne de télévision qui s'appelle Chat TV. Voilà, donc qu'on peut retrouver sur TNT. Qu'on peut retrouver sur TNT, Canal 66, Plousat, mais aussi sur le TNT local, ouais, sur la TNT. Et après, là c'est un peu compliqué, les oui, canaux là-bas. Voilà, on peut pas dire. C'est chamboulé, parfois voilà. ici c'est 60, vous les retrouvez. Mais le temps de remettre de l'ordre dans le gouvernement, le temps que certains ministres incompétents nous quittent, ça va revenir à la Tout à fait. Alors, nous, dans Congo Market Télévision, nous mettons un accent particulier sur le Congolais parce que nous estimons que le développement du Congolais constitue en soi le développement du Congo. Parce que beaucoup ont parlé du Congo, de l'amour du Congo, mais en soi, ils aimaient simplement ce qu'ils trouvent dans le Congo sans pouvoir aimer l'homme congolais. Alors, aujourd'hui, vous êtes un leader d'opinion, vous êtes un manager, vous êtes à la tête d'une entreprise, pour ne pas dire des entreprises. Vous gérez le Congolais ou les Congolais. Alors, par où faut-il commencer pour développer le Congolais? Parce que demain, vous serez ministre, pourquoi pas président de la République, comme Félix Tshisekedi. Par où faut-il commencer pour développer l'homme congolais? On parle de développer l'homme congolais. Donc, il est tout à fait normal de commencer par l'homme congolais. Je crois que cela a été dit plusieurs fois, par beaucoup de penseurs d'ailleurs, une pensée bien connue, le développement commence par l'homme. Il faut mettre l'homme au centre de toute activité. Maintenant, en parlant du Congo, nous avons quand même été détruits et pendant plusieurs années, déjà avec notre histoire qui a été fauchée, si on peut le dire comme ça, par le colonisateur. Après le départ du colonisateur, c'est un peu ce système dictatorial qui est arrivé avec Mobutu, évidemment imposé par le colonisateur, parce que tout le monde le sait aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle, que nous avons été gérés par les puissances étrangères à travers nos propres frères. Le néocolonialisme. Après, c'est arrivé les 18 ans. Donc, certains disent, voilà, c'est le moment où l'éléphant qu'on appelle le Congo s'est levé. Je ne l'ai jamais vu se lever, bon, bref, mais bon, les gens pensent quand même que, bon, ok. Si on va dans la rue, on retrouve les mêmes souffrances qu'à l'époque de Mobutu. D'ailleurs, à l'époque du colonisateur, c'était mieux, parce qu'en dehors du fait que le colonisateur fouettait le peuple, en dehors du fait que le colonisateur a cassé les mains des Congolais qui n'arrivaient pas à travailler, du moins, sans vouloir, je veux dire, positiver, le colonisateur a développé le pays. Les routes, les industries, les infrastructures, les hôpitaux. J'aimerais qu'on réfléchisse ensemble sur un point. Nous avons tous lutté contre l'apartheid. Mais regardez l'état de l'Afrique du Sud aujourd'hui. Et posons-nous la question,
est-ce que si l'Afrique du Sud avait été décolonisée pendant les mêmes périodes que les autres pays africains, est-ce que les Noirs sud-africains auraient le pays qu'ils ont? Je ne sais pas. Et ça, c'est la thèse qui dit même que notre indépendance a été précoce. Ouais. Ça va nous mettre dans un très grand débat. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il y a une très très grande différence entre l'homme blanc et l'homme noir. J'aime plutôt la pensée de Mobutu qui parlait à son époque, pas des pays développés, des pays non développés, mais des pays équipés et des pays moins équipés. Il faut dire que l'homme blanc a su... Ça, c'est encore son discours devant la Tribune des Nations Unies. Voilà. Il faut dire que l'homme blanc a su s'équiper. Évidemment, ils ont voulu transformer cela pour détruire l'imagination africaine en nous disant qu'ils nous ont apporté de la civilisation. Ça, c'est faux. Parce que la civilisation, je me rappelle encore de mon professeur d'école primaire, M. Gila, il s'appelait. Mon professeur d'histoire qui disait la colonisation, c'est la manière de vivre dans un milieu déterminé. Par exemple, on parlera de la civilisation bantou ou de la civilisation nilotique. Ou on peut parler de la civilisation occidentale. C'est-à-dire que ce n'est pas l'homme blanc qui est venu nous civiliser. Nous étions civilisés. Nous avions nos mœurs, notre manière de vivre. Mais évidemment, il y avait des gens beaucoup plus équipés. Sans vouloir trop entrer dans les secrets de l'histoire, aujourd'hui, pour répondre à votre question, c'est de dire le développement commence par l'homme. Là où nous échouons, ou là où nos politiciens échouent aujourd'hui, c'est de vouloir commencer le développement par l'équipement. Parce qu'effectivement, ce que le peuple demande, c'est l'équipement, c'est la technologie. La technologie, pourquoi? Parce qu'il y a surpopulation. Il faut des nouvelles technologies pour améliorer la qualité de l'agriculture, par exemple. Il faut des nouvelles technologies pour améliorer la qualité de l'habitat. Parce que les problèmes récurrents à l'homme, ou à l'homme, je veux dire à l'homme noir ou à l'Africain d'une manière générale, c'est des problèmes liés aux besoins fondamentaux, qui sont de manger, le logement, se vêtir, les besoins fondamentaux. Maintenant, à cause de cela, nous avons, nous, peuple africain, oublié notre culture et nos traditions. Nous avons vendu, nous avons enterré, parce que nous étions à la quête d'un développement humain. Développement humain tel que conçu par le pauvre. Parce qu'il faut dire ceci, le pauvre a une autre manière de voir la richesse que le riche. La richesse et la pauvreté étant un état d'esprit. Mais aujourd'hui, on tend à faire croire à nos enfants que la richesse, c'est le fait d'avoir de l'argent. La preuve, vous avez des pasteurs qui enseignent à nos populations jour et nuit qu'en allant à l'église, en mettant la dîme, on deviendra riche. Vous entendrez des prédications, comment devenir riche. Venez, mettez les offrandes, donnez, Dieu va vous donner. Du gros, n'importe quoi, permettez-moi l'expression. Tu restes Parce biblique. que même la Bible dit que celui qui ne travaille pas, ne mange pas. ne mange pas. Allons dans les pays non chrétiens, des pays qui ne mettent pas la dîme. Est-ce qu'on ne trouvera pas des pays non chrétiens développés? Si. Il y a beaucoup de pays non chrétiens, même satanistes, mais qui se développent. C'est-à-dire, dans la richesse ou dans le développement, il y a une part spirituelle. Et dans le spirituel, évidemment, on peut le développer de plusieurs manières. Soit on est chrétien, islamique ou XYZ. Mais il y a la part du travail. Et c'est là qu'on parle de l'homme. Et l'homme doit être justement éduqué. La problématique dans notre pays, je voudrais revenir maintenant ici, c'est que tout le monde pense, et ça nos parents nous l'ont dit, je pense vos parents aussi et les parents qui me regardent, ils disent nous travaillons pour préparer l'avenir de nos enfants. Mais combien de parents travaillent pour préparer leurs enfants à l'avenir? C'est deux notions totalement différentes. Je travaille pour préparer l'avenir de mes enfants et je travaille pour préparer mes enfants à l'avenir. Notre pays
n'a pas travaillé pour nous préparer au combat de demain. Et c'est ce que Paul Kagame a compris. C'est de là qu'on parle de l'enrichissement de l'homme. Comment est-ce que nous gérons l'homme ou la ressource humaine pour que cet homme-là soit prêt à relever les défis de demain? J'aimerais que nous soyons un peu plus pratiques, oui. Parce que vous êtes parti du contexte en relevant que le colonisateur, il a fait travailler le Congolais. Oui. Et que à son époque, la vie sociale était plus ou moins acceptable. Les conditions étaient plus ou moins acceptables, hormis le fait que c'était dans l'esclavage. Ouais. Et vous êtes allé jusqu'à démontrer... Si on enlevait l'esclavage, okay, on pourrait aujourd'hui même... Allez, je vais le dire, je sais que beaucoup de gens vont crier à la maison, mais si on enlevait le côté esclavagisme, le côté souffrance, je pense que beaucoup accepteraient même que le colonisateur revienne ou qu'il soit encore là, parce qu'on a pris l'exemple de l'Afrique du Sud. Hormis l'apartheid, hormis le la ségrégation. La ségrégation, merci beaucoup. Vous allez vous rendre compte que le colonisateur a emmené le développement économique. Et je pense que c'est là où l'homme noir devait profiter. Donc, si je comprends bien, alors le colonisateur, il nous amène sur une piste du travail. Ok. L'Occident vient et ça nous plonge dans une sorte de léthargie. On nous fait miroiter des cadeaux, mais on ne nous mène pas sur une piste du travail, alors que chez lui, il travaille. Chez nous, on nous amène l'évangile. Ça, ce n'est pas lui. Ça, c'est nous. Je vais vous expliquer. L'évangile est apporté par qui? Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà. Là, maintenant, on va partir des notions. Les notions de développement sont subdivisées. Regardez. Le colonisateur, quand il arrive, l'idée pour lui, ce n'est pas de vous développer. C'est de se développer lui. L'idée pour lui, ce n'est pas de vous rendre riche. C'est de s'enrichir lui. Mais pour s'enrichir, il a besoin de vous apprendre à travailler. Mais effectivement, c'est là que l'évangile arrive. L'évangile arrive pour vous dire heureux le pauvre en esprit. Pourquoi? Pour vous laisser dans cette léthargie. Vous croyez que pour aller au ciel, vous devez rester pauvre, vous devez être pauvre, vous devez manger pauvre, vous devez vivre pauvre. La pauvreté étant à partir de ce moment-là conçue comme, par l'homme noir, je veux dire, comme le fait de manquer de l'argent. Or, la pauvreté est un état d'esprit. En pensant que la pauvreté, c'est le fait de manquer de l'argent, en fait, on vous met dans un état d'esprit qui vous fait penser, comme aujourd'hui, prenons l'exemple du Congolais pour que les gens le comprennent facilement, nous avons le goût de la médiocrité. Vous voyez comment nous vivons à Kinshasa. D'une manière générale, vous allez sentir que quand les choses vont mal, on dirait que ça nous fait plaisir. Ce qui est dollar et mati, ce qui est dollar et kiti, c'est les mêmes personnes. Pourquoi dollar et kiti? Vous n'avez pas vu à Kasumale, ça le jour où le dollar a baissé, les gens se sont fâchés là-bas, ils ont brûlé les véhicules. Pourquoi dollar il fait kita? Alors, vous avez des femmes, il laisse son mari à la maison, il va dormir pendant une semaine à l'église, soit disant qu'il est en train de chercher Dieu pour que Dieu vienne régler les problèmes de chez lui à la maison. Vous avez des pasteurs qui enseignent dans leurs églises. Nous sommes là. Une maman qui vend des cahiers arrive. Pasteur Mikolo Bakaye Nangezote Kamate. Le pasteur lui impose les mains. Pendant que le pasteur a 4000 à 5000 membres dans son église. Pourquoi ne pas dire aux membres de mon église que nous avons une maman vendeuse des cahiers dans l'église? Si vous achetez les cahiers chez elle, ça va faire monter son business. Je ne sais pas si vous comprenez. Je suis d'accord avec vous. Donc, cet aspect du travail est la notion donc fondamentale sur laquelle il faudra s'appuyer pour développer l'homme congolais. Allons-y de manière très pratique. On va y aller de manière pratique. Je vais revenir sur votre question en disant la notion du travail est liée à la notion de l'éducation. C'est-à-dire que nous devons éduquer nos enfants. Ce qu'on appelle l'éducation de base, le civisme, l'amour du pays. C'est là la base au fait. Nous n'aimons pas notre pays. Nos enfants encore moins. Dites-moi, lorsque vous recevez les candidats, les recrues dans votre entreprise, vous n'avez pas encore donné
votre façon de faire, vous n'avez pas encore donné votre vision, vous n'avez pas encore donné vos manières. Ils viennent tout cru, passez-moi les termes. Vous constatez quoi? Vous constatez quoi? Ils viennent chercher du travail. Ouais. Là, vous n'avez pas encore formé. Ils viennent vraiment crus, comme ça. Vous constatez quoi? J'ai l'avantage d'avoir évolué ici, d'avoir fait le même travail ici et à Lubumbashi. Je peux vous faire une comparaison. À Lubumbashi, par exemple, vous avez des jeunes, mais ils ont tous l'ambition de devenir licenciés ou docteurs. C'est des jeunes qui sont très différents des Quinois. Quand je suis arrivé, j'ai dit je vais faire une formation en journalisme. Je recevais beaucoup de jeunes. Il vient, il te dit, moi je suis licencié en économie, je suis licencié en droit. Je dis bon, on va vous faire on va vous inculquer des notions de journalisme et tout ça. Il dit non, 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 ça c'est pas ça qui m'intéresse. J'aimerais devenir juge, j'aimerais devenir économiste. Je dis non, mais vous êtes encore jeune, vous n'avez que 24 ans, 23 ans, d'accord? Apprenez le journalisme, vous pouvez devenir journaliste économique ou journaliste politique. Non, c'est pas eux. Mais le Quinois, par contre, lui, il s'adapte très facilement. Voyez-vous, c'est le gars qui est licencié, mais qui peut être demain maçon. Il est licencié, il peut vendre des arachides. À Lubumbashi, c'est pas ça. À Lubumbashi, il est économiste, il reste là. Il se développe comme ça. C'est de là où je pars maintenant pour dire, nos enfants ne sont pas préparés à relever les défis de demain. Ça veut dire quoi? Si moi je dirigeais ce pays, à Lubumbashi, je créerais des entreprises. Par exemple, je créerais une école ou une université des métiers des mines. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Ça veut dire quoi? Comment je peux, je peux l'expliquer? Oui, nous savons que dans le mining, il y a très souvent, on recourt à la main-d'œuvre, et tout ça. Voilà. Des gens qui vont aller dans des carrières, voilà. Mais comment il faut s'y prendre? Voilà. Or, à Lubumbashi, si vous allez trouver aujourd'hui à peu près pas moins de 10 universités. On apprend le droit, l'économie, les sciences politiques, tout ça. Mais alors que c'est une province minière. Voilà. Nous sommes dans une province minière. Comment pouvons-nous préparer nos enfants à prendre les fonctions dans nos entreprises? Parce que quand vous allez dans les entreprises au Katanga, Kolwezi, Lubumbashi, Likasi, vous allez trouver des Sud-Africains, vous allez trouver des Zambiens, des Tanzaniens, qui eux ont ces écoles-là. Et ils ont même formé la géologie. Voilà. Et ils ont même formé en fonction du Congo. Pendant que nous formons des hommes de droit. Mais les chauffeurs de tracteurs. Mais ça c'est rien. Non, non. Être chauffeur de tracteur c'est différent. En fait, ce que je voudrais dire ici, c'était de créer une filière en métier des mines. Parce que, par exemple, nous sommes dans une province qui concourt minière, au développement de la province dans ce secteur-là. Il y a, par exemple, le catering, qui est très important dans les mines. Ça veut dire, vous avez des espaces dans les mines où il y a 3000 personnes qui y vivent. Mais ils ne savent pas comment manger. Oui. Qui va préparer? Voilà. Qu'est-ce qu'il va préparer? Qu'est-ce qu'il va préparer? De quelle qualité? Et de quelle qualité? Parce que là, ça doit répondre à certaines normes. Ce n'est pas comme si tu fais le maléwa. Non. Il faut recourir à l'expertise internationale. Ce n'est pas logique. Mais après, comment est-ce que nous utilisons nos jeunes? Nous les utilisons en les mettant derrière les politiciens pour devenir des opposants. Ça, c'est de la méchanceté. Voilà pourquoi je dis, nous n'avons pas investi dans l'homme. Kagame le fait. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, les autorités... Oui, mais vous me parlez de Kagame qui reçoit des subventions de la part de la communauté internationale. C'est parce qu'il a montré... C'est parce que Kagame a montré qu'il pouvait être sérieux. Nous aussi, nous avons commencé à recevoir des subventions, mais nous en sommes servis pour nous donner à nos petites copines. Est-ce qu'à l'époque de Mobutu, est-ce qu'à l'époque des amis de 18 ans,
les projets du Congo n'ont pas été subventionnés. Il y a de l'argent. Il y a même encore de l'argent aujourd'hui dans beaucoup de domaines. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, lisez. Il y a des coopérations qui ont été arrêtées parce que l'homme congolais n'est pas sérieux. Il n'y a pas de redevabilité, il n'y a pas une traçabilité. Voilà. Et Kagame a su montrer à l'opinion internationale que lui, il pouvait gérer tout ça. Heureusement pour nous que le président Félix Antoine Tshisekedi est sur ce chemin et qu'aujourd'hui il est en train de réinstaller, ou je veux dire installer l'état de droit. Espérons avec l'aide de Dieu ça va marcher. Dès que l'état de droit est installé, on peut peut-être... Bon, là vous me piquez un mot de la bouche. Oui. Justement, je voulais en venir. Aujourd'hui, nous assistons à, en quelque sorte, une polémique entre ceux qui pensent que le président de la République devrait se focaliser sur le pain. Comme disait Lumumba, le peuple a besoin du pain. Même s'il disait le paix, mais il parlait du pain. Kwanga. Alors, il y a une autre couche qui pense que il faut que le président se focalise sur l'instauration d'un état de droit. Donc, remettre la justice en sa place pour lutter contre l'impunité, parce que avec l'impunité, on voit l'écoulement des recettes, on voit la gabegie financière, on voit tous ces mots-là. Quel est votre avis? Par où il doit commencer? Est-ce par l'instauration d'un état de droit ou par s'occuper d'abord du social des Congolais, c'est-à-dire le pain? Mais je vous ai dit ici, l'homme pauvre réfléchit différemment de l'homme riche. Pourquoi? Parce que l'instauration de l'état de droit, c'est justement ça, le social. L'installation de l'état de droit concourt au social. Comment on peut développer le social d'un pays quand vous avez des voleurs dans toutes les entreprises de l'État? L'État doit avoir les moyens de sa politique. L'État doit pouvoir investir dans le social, parce que quand on parle du social, c'est-à-dire que l'État doit mettre de l'argent dans le social, l'État doit mettre de l'argent dans l'éducation. Mais d'où est-ce que l'État tire ses moyens? C'est des entreprises de l'État, c'est de la douane. Dans les entreprises où on vole impunément, depuis 18 ans. Voyez-vous, enfin, depuis la nuit de temps, mais voilà. Pendant 18 ans, on a vécu à la prédation. Voilà, vous comprenez? Donc, l'instauration de l'état de droit concourt au développement du social, parce que quand, ou dès lors, que l'état de droit est installé, nous aurons moins de voleurs. L'État pourra augmenter la capacité de sa caisse et cet argent, la mobilisation des recettes. Et c'est cet argent qui servira au social de Congolais. Donc on ne peut pas dire au chef de l'État Bongisa social à Mboka pendant que le chef de l'État n'a pas d'argent. Il y a Bongisa social à Mboka. Et de deux, je parlais de l'éducation, c'est très important, nous devons éduquer notre peuple, nous devons éduquer nos enfants. Hier, je suivais sur les réseaux sociaux que saut de mouton, il y a Delvaux. Pas je dis Delvaux, pompage. Bafongoliango. Et une dame a photographié, c'est les mêmes embouteillages. Il a dit, le Congolais reste Congolais, voilà, le saut de mouton est là, mais rien n'a changé. Et moi, je l'ai dit plusieurs fois. On dit, ah d'accord, le président est là, il a fait des routes. L'ancien président, il fait des routes. Mais qui jette les déchets dans les caniveaux? C'est le peuple. Qui trouve les routes? C'est le peuple. Congolais. Parce que ce monsieur qui est chauffeur de combi, son véhicule tombe en panne. Crevson. Il va l'arranger en plein milieu de la route. Le type qui habite en face d'une grande route, qui veut tirer le courant chez lui, il va venir casser. Nuitamment. Non, même pendant le jour. Hein. Il prend le courant là-bas en face chez les voisins, il fait traverser et il laisse la route trouée. Combien de problèmes il a créé? Allez dans les quartiers, vous allez voir comment est-ce qu'aujourd'hui la SNEL souffre à cause des raccordements électriques frauduleux. Et vous voyez des gens, ceux-là aussi, qui prennent des avenues en otage. Oui. Ils placent sa table pour vendre sa marchandise. Voilà. Quand vous venez avec la voiture, c'est compliqué. Vous ne pouvez pas passer. Non, même d'autres qui ont bloqué des avenues. C'est-à-dire il a un petit pouvoir. L'avenue est là, c'est 3 mètres. Lui, il vient, il prend 2 mètres, il vous laisse 1 mètre.
Alors, c'est quoi? Il est mal éduqué, il n'est pas éduqué, ou c'est quoi le problème? Non, on n'est même pas... C'est de la sous-éducation. Il y a des gens qui ne méritent... Vous savez, moi je dis... Des fois, quand on critique le blanc, on dit, bon, il interdisait aux noirs d'accéder. C'est une histoire de classe sociale. À la Kalina, donc, c'était réservé à une classe. Oui, oui, oui. Ça doit revenir dans le pays. Il y a certains ministres aujourd'hui qui ne méritent pas d'être ministres. Des gens sont devenus ministres ou PDG ou directeurs parce qu'appartenant à un parti politique, il n'a ni le niveau, ni les qualités. Ce n'est pas comme ça que ça doit marcher, en fait. Je vais vous donner un exemple. On ne va pas aller en politique, mais je vous donne un petit exemple. Il y a deux juges qui devaient prêter serment, je crois, hier ou avant-hier, qui n'ont pas prêté serment. Vous avez vu dans quel pays où le magistrat suprême sort une ordonnance, il nomme, et un juge, il dit, je fais recours. Ça se passe où? Alors, je ne les connais pas. Mais je suis sûr, et j'aimerais aujourd'hui faire le pari, si vous allez suivre la vie de ces juges, ça doit être des juges qui sont montés comme ça. Tout à fait. Parce qu'ils appartenaient à un parti politique, ou c'est parce qu'ils étaient soutenus à cause de leur village, ou de... Ça doit être des... En effet. Voilà. Si quelqu'un respecte la norme de la vie, il n'aura pas certains comportements. Et ça s'apprend à l'école. Non, ça s'apprend d'abord dans la famille, voilà. Okay. Et après à l'école. C'est par là que nous devons commencer. Et pour revenir à votre question, le souci que nous avons au Congo, c'est le souci des hommes. On dit le président Tshisekedi ne nomme pas au sein de l'UDPS. Les gens de l'UDPS vont m'excuser, mais moi je peux comprendre le président. Et nous devons faire des efforts, les Congolais, pour comprendre. Le président est le président de tous les Congolais, dès lors qu'il est devenu président de la République. Mais à l'UDPS, nous avons fait 37 ans de combat. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Ça veut dire que l'enfant qui est né en l'an 1 de l'UDPS a aujourd'hui 37 ans. Ceux qui étaient de la génération de Papa Tshisekedi, ils ont aujourd'hui dans la soixantaine, d'autres même 70 ans. Alors imaginez-vous ces enfants qui ont 37 ans, qui ont 20 ans, qui ont 40 ans. Ils ont appris la politique où? C'est dans la rue. Mais quel type de politique? C'est d'être opposant. C'est d'être contre le pouvoir. Mais est-ce qu'ils ont appris la gestion de la chose publique? Non, mais ça, c'est le travail de tout parti politique à travers l'éducation politique. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais est-ce que l'UDPS l'a fait? Tout à fait. Il y a des formations qui sont données là. Au moment où Mobutu Sara Makanda Bobi, il a tenu ce pays pendant 32 ans. Et on peut dire tout ce qu'on voudra sur Mobutu. On n'a pas eu meilleur dirigeant que les dirigeants de Mobutu. En termes d'expérience et en termes de qualité. Parce qu'il faut faire la différence entre l'intelligence négative et l'intelligence positive. C'est quoi le challenge? Pour l'UDPS, c'est quoi le challenge aujourd'hui? Je crois qu'ils sont en retard. Mais ils doivent quand même le faire. Aujourd'hui, c'est de commencer à former l'homme. L'homme de l'UDPS. De commencer à le former. Quand vous voyez les jeunes qui viennent revendiquer. Quand vous dites former, ça signifie quoi? Parce que dans l'UDPS aujourd'hui, nous savons qu'il y a l'élite comme dans tous les partis politiques. Évidemment. Vous avez l'élite et vous avez les membres, les partisans. Alors quand vous dites former, il s'agit de former. Comme nous savons par exemple qu'Étienne Tshisekedi de son vivant, il avait toujours un gouvernement. Et c'est l'un des rares partis politiques que je connais au Congo qui, au niveau des cellules, dispose déjà de gouvernement. Moi, je couvrais généralement à une cellule de l'UDPS où quand j'allais, on me disait par exemple que celui-là, c'est notre ministre de l'Information. Ça existe encore? Oui. Et quand ils sont... Non, est-ce que ça existe encore? Oui. Quand ils sont dans leur réunion de dimanche, c'est celui-là qui leur apporte des infos. Je suis tout à fait d'accord. Est-ce que ça existe encore?
la problématique. Parce que moi, la dernière fois que j'ai vu ça, c'était juste avant l'analyse que j'ai avant la corona. L'analyse que j'ai fait aujourd'hui, on ne parle pas de l'UDPS, mais parce que vous ouvrez la parenthèse, l'analyse que j'ai fait, c'est qu'il y a une vague qui est partie. Et la dernière, c'était avec Bruno Tchibala, Rémi Massamba, tous ces caciques de l'UDPS qui étaient autour de Papa. Et la nouvelle vague qui est montée aujourd'hui, c'est un peu notre génération. Cette génération intermédiaire. Mais est-ce qu'on peut dire qu'ils sont restés dans la logique de feu Étienne Tshisekedi? Ou est-ce qu'ils sont dans la logique Yabato à 18 ans? Parce qu'il ne faut pas oublier que cet homme a imposé au peuple congolais un rythme. Que vous le vouliez ou pas. Regardez aujourd'hui, même au niveau des partis politiques, on vous parle d'autorité morale. C'est devenu un style. Et un style de gestion des partis politiques qui existe. Le Palou est mort à cause de ça. Et si l'UDPS continue, ils vont faire le même chemin que le Palou. Voyez-vous pourquoi? Parce que nous évoluons à vue. Nous naviguons à vue. C'est-à-dire les gens sont là pour le pouvoir, mais le pouvoir pour le pouvoir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pas le pouvoir. Ce qu'il faut si faire, jamais, je sais que vous ne le serez jamais, oui. Secrétaire général de l'UDPS ou président de l'UDPS, vous ne le serez jamais. On dit jamais, jamais, mais bon, on se permet quand même de le dire. Si jamais vous étiez secrétaire général de l'UDPS, qu'est-ce qu'il faudra faire dans ce sens-là? Parce que c'est quand même un parti patrimoine aujourd'hui, comme le Palou. Je lui ai écrit. Pas le PPRD en tout cas. Comme le Palou, comme des partis que nous avons dans ce pays qui font la fierté de l'indépendance du Congo, qui faisait la fierté de l'indépendance. Et je crois qu'il y a des efforts à faire. Même si l'UDPS est venu après. Mais aujourd'hui, c'est un patrimoine national. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour former l'homme qui est à l'UDPS? Il faut organiser quoi, par exemple? Je lui ai écrit. Mais voyez-vous, il est trop occupé par la chose politique. Il y a quelques mois, il était trop occupé par son poste, qu'il n'a pas pu récupérer. Maintenant, il est occupé à se battre contre les autres. Et entre-temps, les jeunes de l'UDPS. Le poste qu'il a lâché. Ouais. Qu'on lui a fait lâcher parce qu'il ne le voulait pas. Bon, bref. Non, il a voulu. Hein. Bon, ça c'est un autre débat. Donc, je disais, je lui ai écrit, j'ai dit, regardez, maintenant que l'UDPS est au pouvoir, est-ce que nous pouvons organiser simplement une base de données des demandeurs d'emploi au niveau de l'UDPS? Rien que ça. Parce que l'aspiration des jeunes de l'UDPS aujourd'hui, c'est de dire nous avons le pouvoir, mais nous devons en bénéficier. Il y a une commission qui a été créée, la commission de gestion des ambitions, quelque chose comme ça. La commission de gestion des ambitions, vous l'entendez d'ailleurs, commission de gestion des ambitions, c'est-à-dire nous avons le pouvoir, nous avons 10 postes qui aspirent à ces postes. C'est très différent d'avoir une base de données des demandeurs d'emploi. Oui, la commission a une mission de recueillir les CV, les lettres de demande d'emploi et tout ça, de tous les membres de l'UDPS et de pouvoir organiser selon les domaines de compétences. Voyez-vous, on n'en est pas encore. Mais bref, je trouve qu'il y a une approche. Mais le meilleur approche, c'est quoi? Le chef de l'État l'a compris. Voyez-vous, à son dernier discours, qu'est-ce qu'il a dit? L'homme politique, nous avons donné un mauvais héritage à nos jeunes. C'est de croire qu'on ne peut réussir qu'en politique. On ne peut pas réussir qu'en politique. On n'est pas un pays sérieux quand on a plus de partis politiques que des chefs d'entreprise. Mais il n'y a que des politiciens qui ont des immeubles. Il n'y a que des politiciens qui ont des entreprises. Il n'y a que des politiciens qui ont qui roulent carrosses. Il n'y a que des politiciens qui ont de grands médias. Il n'y a que des politiciens qui ont de... Tout ce que vous voulez. Ça s'appelle inversion des valeurs. Et c'est pour ça que ça doit changer. Nous devons aller vers un État où on a plus des chefs d'entreprise, où on a plus d'entreprises que des partis politiques. Aujourd'hui, les partis politiques ne sont même pas des partis politiques, c'est des entreprises politiques. C'est des gros margoulins qui utilisent l'État comme leur entreprise privée pour s'enrichir. Et c'est ça, ou c'est pour ça que les chefs de l'État doivent tout faire pour l'instauration de l'État de droit. Parce que l'État de droit permettra justement à ce que les gens ne considèrent plus l'État congolais comme
leur entreprise privée et les caisses de l'État comme leurs caisses privées pour servir leurs copines. Non. Nous allons terminer cette émission Match Tshibangou. Donc, mesdames, messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était votre magazine Au fond, le magazine du leader qui recevait aujourd'hui un leader d'opinion, Match Tshibangou, qui gère un très grand média au pays, Chat TV. Nous vous le recommandons. Regardez sur le bouquet Easy, Chat TV, et même aussi sur le bouquet local TNT. Nous ne sommes pas encore sur Easy. Ok, ok. Nous ne sommes pas encore sur Easy. Ok, c'est le bouquet BlueSat. BlueSat, le bouquet ouais, BlueSat. Donc, nous vous le recommandons. Merci beaucoup. Restez bien chez vous et à la prochaine.